Notre invité a connu ce que bon nombre de journalistes redoutent lorsqu'ils sont en terrain hostile. Il a vu et vécu ce que peu de reporters peuvent raconter. La prise d'otages par des terroristes djihadistes, l'attente interminable, la peur de mourir ou de ne jamais être retrouvé ou sauvé, la crainte d'être abandonné ou oublié par son pays et ses soutiens, même les plus fidèles. Pourtant, il a tenu bon. L'instinct de survie, probablement, et puis la curiosité du journaliste, chevillée au corps, celle qui ne vous quitte jamais vraiment, celle qui l'a poussé à écrire, toujours écrire, noter n'importe où, sur n'importe quoi, pour ne pas oublier et surtout ne pas sombrer. De cette expérience et de ces carnets qu'il a remplis, parfois au péril de sa vie, il en sort un livre. Prisonnier du désert, 711 jours aux mains d'Al-Qaïda, paru chez Michel Lafon. Qu'est-ce que cet événement a changé dans sa vie? A-t-il pensé à arrêter le journalisme? Quel enseignement en a-t-il tiré? Posons-lui toutes ces questions. Bienvenue dans Un Monde, un regard. Bienvenue Olivier Dubois, merci d'avoir accepté notre invitation ici au Sénat. Qu'avez-vous changé dans votre vie depuis ce qui vous est arrivé? D'abord un déménagement, vous viviez au Mali, aujourd'hui vous vivez en France, quoi d'autre? Et puis peut-être pourquoi ce choix de déménagement? C'était impossible de continuer de vivre au Mali après ce qui vous était arrivé? Non, j'ai pas eu de choix en fait. Quand on m'a exfiltré du désert nigérian que j'étais, on m'a ramené à Paris. J'ai atterri à Vélizy, Villacoublay. Donc le choix de Paris s'imposait. Enfin, il n'y avait pas de question, après qu'on m'exfiltrait de là, de retourner en Afrique, de retourner à Bamako. Maintenant, est-ce que j'aurais aimé retourner à Bamako? Je pense que c'était un peu frais. Ouais. À l'époque, j'avais vraiment envie d'une... Enfin, il fallait vraiment que je revienne en France, que je revienne à Paris. Qu'est-ce qui a changé? J'ai du mal à le dire parce que je suis encore en train de le vivre, en fait. Ce qui a changé, c'est que je suis plus sur le terrain, c'est que je suis plus en Afrique, c'est que je m'occupe plus vraiment de ces sujets-là, où je les regarde de loin, et que j'ai dû me rebâtir, j'ai dû me reconstruire depuis la libération. J'en suis là. Le retour à une vie normale, alors j'allais dire, a été compliqué, mais je vais dire est compliqué. C'est toujours compliqué? Oui, c'est compliqué les premiers mois. Moi, ça a mis à peu près jusqu'au début 2024 pour reprendre mes repères, retourner vraiment dans mes baskets. Ça continue toujours, je suis suivi, mais... c'est marquant ce qui s'est passé, ce qui m'est arrivé. C'est quelque chose que je n'oublierai pas. Maintenant, il faut faire en sorte que ce ne soit pas néfaste pour moi, quoi. Que ce soit des souvenirs et pas des blessures encore ouvertes. Donc j'y travaille, mais ça fait partie de moi, évidemment. Enfin, c'est une histoire c'est l'histoire la plus extraordinaire et terrible de ma vie. C'est ce que j'ai l'habitude de dire. Vous savez contre quoi ou contre qui vous avez été libéré? Vous avez des informations maintenant? Non. J'imagine contre, je sais pas, de l'argent, la libération de prisonniers, mais j'ai pas eu de retour de ça, je sais pas. Oui, parce que eux savaient très bien ce que vous valiez en tant qu'otage français. Vous dites même qu'ils ont un argus selon la nationalité des otages qu'ils ont entre les mains. Alors, il y a des prix en fonction de la nationalité. Les Américains, les Français, les Italiens sont ceux qui payent le plus. D'accord. Donc, ils ont des sommes. On vous dit des 10 millions. Un Français, on me disait souvent, c'est 10 millions. Ça, ce sera 10 millions ou un peu moins, mais avec des prisonniers. Bon, voilà. Moi, je me souviens quand ils me disaient ça, enfin, on vous envoie ça au visage. Déjà, ça vous ramène dans votre position d'otage, puis dans le fait que ça concerne d'autres personnes et pas que vous, votre famille, votre gouvernement, et que ces gens-là, en gros, juste pour vous, pour ce qui vous arrive, vont être obligés de contribuer, vont être obligés de négocier avec eux. Il y a des choses que vous n'avez pas le droit de nous dire. Vous avez été briefé et débriefé par la DGSE à la sortie de cette expérience? Alors, je les ai rencontrés évidemment, mais après, on m'a pas donné de directive, on m'a pas dit qu'il faut pas. Évidemment, il faut peut-être éviter de trop en dire sur le côté libération, pour pas renseigner non plus. Mais sinon, non, j'ai pas eu de directive particulière. Non. Parce que parmi les renseignements que vous avez pu récolter au cours de cette détention, sur laquelle on va revenir en détail, puisque c'est vraiment le cœur de votre livre, il y a cette ambition que ces groupes terroristes ne cachent pas, établir la charia partout sur la planète. C'est ce qu'ils appellent le projet. Ça fait partie des choses qui vous ont frappé? Ah oui, c'est parce que chacun croit vraiment en ce projet très fort. Ils m'ont dit qu'on soit infirme, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, c'est juste amener sa pierre à l'édifice, amener une pierre à l'édifice de ce projet. Et ils y croient vraiment. Et il y a une sorte, je dirais, de cohésion mondiale. C'est-à-dire que chacune, le GSIM, ceux qui m'ont kidnappé, sont une des franchises, en fait, d'Al-Qaïda. Mais des franchises d'Al-Qaïda, il y en a un peu partout. Et chacune œuvre pour ce grand projet. Et ça, c'est quelque chose qui m'a assez marqué. C'est vrai que c'est assez... ça les dépasse, quoi, limite. Hein. C'est
le but le plus ultime, le but le plus important de leur vie. Vous diriez que c'est un épiphénomène ou qu'il faut prendre cela très au sérieux, cette ambition Vu l'implication, vu l'organisation, vu les ressources qu'ils ont, oui, il faut prendre ça, enfin c'est pris au sérieux, et il faut prendre ça au sérieux, oui, bien évidemment. Ouais. Parce que ils jouent pas pour... c'est pas pour rigoler, quoi. Ils sont vraiment capables... Enfin, ils ont noyauté le Nord, par exemple, le centre même maintenant du Mali, et ils s'étendent vers le Sud, ils sont en train de métastaser dans d'autres pays à côté. Donc c'est quelque chose de très, très, très sérieux. On a des gens déterminés qui veulent vraiment imposer la charia mondiale, et puis imposer aussi leur dogme, ce qu'ils pensent. Oui, c'est un vrai problème, ouais. Dans ce livre, Prisonniers du désert, 711 jours aux mains d'Al-Qaïda, paru chez Michel Lafon, vous racontez les conditions de votre détention, votre terreur au début, puis le journalisme qui a vite repris ses droits, comme un réflexe de survie psychologique. Mais avant de parler de tout cela, je voudrais revenir sur le début. Quand vous prenez l'avion pour Gao, pour vous rendre à cette interview d'un chef djihadiste, donc, il y a plusieurs signaux d'alerte. Vous racontez que votre femme vous dit de faire attention quand même, et puis vous blaguez même sur le fait que peut-être que je vais me le faire enlever, Et il y a aussi cet agent de sécurité qui vous toise, qui vous regarde, parce qu'il voit où vous allez, parce qu'en fait tout le monde sait que c'est dangereux d'aller à Gao. À aucun moment vous vous êtes dit, en fait je vais pas y aller, je vais... Non. Quand on fait quelque chose comme ça, évidemment qu'on se dit qu'il peut y avoir un danger. On ne peut pas fonctionner et se lancer dans ce type d'aventure en étant gangréné par l'idée que ça ne peut pas marcher, qu'il y a un vrai danger. Ça vous freine au bout d'un moment. Trop de prudence freine. Donc évidemment qu'on y pense, mais on range ça dans un petit côté de sa tête et on essaie de rester surtout dans ce qu'on doit faire. Moi, je partais faire une interview, j'avais 45 minutes. C'est un temps imparti, il fallait que je ramène quelque chose dans ces 45 minutes. Et c'était ça mon focus. Mais évidemment on peut être assailli par des idées de... Et si ça rate, et si se passe un problème, et si je me fais attaquer, Mais il ne faut pas que ça nous parasite, il ne faut pas que ça nous embrouille. C'est ça, surtout. Quand même, à un moment donné, les choses tournent bizarrement. Votre fixeur décide finalement de ne pas vous accompagner, donc vous comprenez quand même qu'il y a quelque chose qui cloche, et vous dites, l'adrénaline et la raison se livrent bataille dans ma tête. Ouais. Qu'est-ce qui fait que vous y allez finalement quand même? Est-ce qu'il y a aussi l'idée que vous avez vendu un scoop pour un média et que vous ne pouvez pas perdre la face? J'ai rien vendu. Au moment où j'y vais, aucun média ne me suit. Je le fais tout seul. Par contre, je tiens peut-être un scoop, ça, il n'y a pas de souci. C'est intéressant parce que ce moment-là, il est vraiment très important. Quand il me dit ça, évidemment, j'ai envie de tout arrêter. Puis en même temps, je suis à, je ne sais pas moi, quelques kilomètres du lieu de rendez-vous. On est à 45 minutes du moment du rendez-vous. C'est à la fois si proche, palpable, on peut le toucher. Donc dire non alors que je me suis en même temps déplacé, c'est quand même, voilà, c'est problématique. Et là, je vais me raccrocher à lui, le fixeur à qui je fais confiance, que je connais, que je crois connaître en tout cas, et je vais lui poser cette question, je vais lui demander, mais est-ce que tu penses, et tu me dis qu'on peut y aller, on continue à le faire, si tu me dis qu'on arrête, on arrête. Et là, cette réponse, il me dit, écoute, je pense qu'on peut y aller, et en plus, je verrai, après ton interview, ce chef djihadiste pour le soigner parce qu'il est diabétique. Et ça scelle le... À ce moment-là, il a le bon argument, il vous rassure. Il a non seulement le bon argument, et il a certainement l'argument que j'attends. Vous voyez, il le sait. Et peut-être, alors je ne sais pas s'il le sait, mais en tout cas ça marche. Je vous pose la question parce que souvent il y a des polémiques au moment où il y a des prises d'otages à l'étranger, de gens qui disent, vu d'ici en France, mais oui, mais les humanitaires et les journalistes prennent trop de risques et après on déploie des moyens surdimensionnés pour aller les récupérer. C'est pour ça que je vous pose ces questions autour de qu'est-ce qui fait qu'on y va alors qu'il y a un danger et que potentiellement, vous l'avez dit, ça a des conséquences. Le rôle d'un journaliste, en tout cas d'un correspondant quand il est sur le terrain, c'est aussi d'être dans ces lieux où les gens ne peuvent pas aller converser avec ces gens avec qui on ne peut pas parler d'habitude. Ça fait partie de mon métier. Donc évidemment qu'on peut faire ce métier au téléphone, en restant par exemple à Bamako, derrière un bureau, mais c'est pas suffisant. Et en fait, ce fixeur, c'était un agent double. En fait, c'est quelqu'un qui vous a berné et qui a berné aussi les forces françaises. En fait, c'est encore flou tout ça, mais en tout cas, il parlait aux forces françaises, il renseignait les forces françaises au même titre qu'il me renseignait moi. Il renseignait même peut-être d'autres personnes. Je ne sais pas tout, je ne le sais pas encore. C'est vrai? Vous n'avez pas encore toutes les informations? Non, mais non. Et vous ne les cherchez pas, vous ne voulez pas les... Si. Évidemment que je veux savoir ce qui s'est passé. Maintenant, ça ne m'occupe pas maintenant. Puis j'ai sorti ce bouquin, c'est déjà mon histoire. On a envie d'un peu de distance après, on verra. Mais évidemment que j'ai envie de savoir tout ce qui s'est passé. Bien sûr. Ouais. Une fois aux mains des djihadistes, parmi les premiers échanges que vous racontez, il y a ce moment où vous êtes vous-même soupçonné d'être un agent de renseignement français. Et celui qui vous interroge a cette phrase « Tu es avec Macron, on le sait ». Et j'ai trouvé très intéressant que le président soit nommément cité. Plusieurs fois.
plusieurs fois. Ouais. Est-ce que ces gens, ces groupes sont très informés, très au fait de par qui nous sommes dirigés, de ce qui se passe ici, de comment fonctionnent nos opinions? Alors, il y a information et désinformation. Ils sont évidemment informés de qui est le président Macron. C'est celui qui a lancé pour eux le responsable de l'opération Barkhane. Donc la force qui envahit leur pays quelque part, hein, qui est là pour envahir leur pays. Donc ils connaissent très bien le nom en tout cas du président Macron. Ils se tiennent informés mais par un réseau de radio et puis par les supérieurs. Il y a deux types d'informations. Et la radio qu'on écoute tous, les médias, qu'ils écoutent quand même très peu ou à un certain niveau d'hierarchie. D'ailleurs vous écoutez RFI pendant votre détention. Voilà, moi j'écoute avec RFI, mais ils ont une sorte de défi. C'est des médias français, c'est des médias occidentaux, c'est les médias des infidèles, donc pas super crédibles. Et ils ont leur propre réseau d'information, alors qui viennent des campements, qui viennent de la radio eux-mêmes, qu'ils utilisent pour communiquer. Et moi, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de désinformation. C'est-à-dire quand il y a une défaite, par exemple des djihadistes, quand une Katiba a été, je sais pas moi, neutralisée, eux vont dire autre chose, ils vont, on va dire, amoindrir ce qui s'est passé, ils vont changer un peu les informations. Donc ils sont informés et désinformés. Mais sur Macron, évidemment, qu'ils connaissent, comme ils connaissent la force Barkhane. Et ils nous détestent. Ils détestent nos valeurs, ils détestent notre président Emmanuel Macron. Il y a cette détestation. Sur Emmanuel Macron, c'est lui qui leur fait la guerre, disent-ils. Donc la détestation, elle est là. Sur nous, c'est surtout parce qu'on est infidèles. C'est surtout parce qu'on ne croit pas, on ne suit pas l'islam, on ne suit pas la sunna, on ne croit pas en Allah. C'est surtout ça. Maintenant, si demain, je ne sais pas, moi, 60 millions de Français se convertissent à l'islam, il n'y aura pas de détestation. D'ailleurs, ils ont cherché jusqu'au bout à vous convertir. Ils vous ont voulu que vous vous convertissiez. Et vous ne l'avez pas fait. Vous avez continué de les défier. Oui, mais vous auriez pu le faire juste pour sauver votre peau et dire je vais me convertir, je vais leur faire plaisir et puis je m'en vais. Alors c'est intéressant ça. Moi, je fonctionnais un petit peu là-bas comme avec des filets de sécurité. Il faut toujours pour moi un dernier filet de sécurité. Qu'est-ce qu'on peut faire au maximum si les choses vont vraiment mal? Et la conversion en faisait partie. C'est-à-dire que si ma vie est en jeu et si vraiment on charge une arme et qu'on me la met sur la tempe et qu'on me dit convertis-toi, je me convertirai. Pas sincèrement, mais je me convertirai. Mais si j'ai mon libre arbitre, c'est non. Et je ne pouvais pas le faire parce que j'avais une chaîne à l'agir. Et c'était pour moi le meilleur des arguments. On ne peut pas rentrer en religion si on est forcé. C'est pas comme ça. Je ne pense pas que même si Dieu existe, si tout cela est vrai, je ne pense pas qu'il aimerait que ses croyants, ses fidèles aient été convertis par mais ça, vous pouviez leur expliquer très tranquillement? J'en discutais avec eux. Ils me le disaient. Ils me disaient, mais si tu te convertis, finis la chaîne, tu manges comme nous, meilleures conditions, j'aurai une tante, une kalachnikov, une femme, etc. Non. Vous avez fini par en apprécier quelques-uns parmi vos bourreaux? Il y a eu des relations de respect. Après, si vous voulez... Il faudra revenir sur tout ça, mais au départ, c'est la peur. Après, il y a la peur, la colère, il y a les évasions, il y a une mauvaise période suite aux échecs des évasions. Et puis, il y a quand même cette idée qui vous obsède de vous échapper, de partir, de vous évader, que ça s'arrête, de faire en sorte que ça s'arrête. Et donc, il ne peut pas y avoir, on ne peut pas apprécier. Par contre, il y a des relations de respect, parce qu'on vous traite mieux, et ça compte. Et puis, il y a des relations de manipulation. Donc, on peut se montrer sous un autre jour pour obtenir ce qu'on veut, pour obtenir des informations. C'est un jeu. Vous avez appris à manipuler? Ah bah oui, là, il a fallu. À quel moment vous comprenez que ça va durer? Et est-ce qu'on continue de compter les jours ou est-ce qu'on arrête? 1 mois et demi après mon kidnapping, parce que moi j'ai fait une lettre. Au départ, je pense qu'ils se sont trompés. J'avais une lettre d'invitation. Normalement, ils disent avoir une parole, donc ils n'ont pas respecté leur parole. Ou alors les jeunes qui m'ont kidnappé, qui sont quand même jeunes, ils ont entre 18 et 25 ans, se sont trompés. Donc je demande à écrire une lettre au chef de l'organisation. Et j'imagine que cette lettre va être reçue et que ça va tout changer et que je vais faire mon reportage et retourner d'ici 1 ou 2 semaines. Ça me laisse le temps de faire un long reportage. Et en fait, au bout d'1 mois et demi, je reparle de cette lettre et un des responsables djihadistes qui est là me dit mais écoute, on l'a bien reçu, mais s'il y a une réponse positive, ce sera dans 5 ou 6 mois. Et il doute qu'il y en ait une, mais il peut faire quelque chose comme ça, il peut pousser. Et là, je me rends compte que ça va être long. Enfin, ça va être pour 5 ou 6 mois, mais je n'aurai pas la force de durer 5 ou 6 mois de plus. Et mentalement, je ne sais pas comment je vais faire, donc il faut que je parte, il faut que ça s'arrête. Il y a quelque chose qui ne vous a jamais quitté durant ces 711 jours, c'est votre âme de journaliste. J'en parlais en introduction, votre curiosité, votre envie de savoir, de comprendre, de poser des questions. Vous l'avez même dit, vous avez eu des échanges avec eux jusqu'à votre envie de décrocher cette interview jusqu'au bout, d'ailleurs. Vous avez eu envie, vous avez espéré avoir cette interview. Encore aujourd'hui, vous ne renoncez pas au journalisme. Je le disais tout à l'heure, c'est chevillé au corps. Oui, c'est un métier passion, c'est ma passion, j'adore ce métier. Puis c'est pas un incident de parcours qui va remettre ça en question.
Sur l'interview, il y a plusieurs choses. Sur l'interview des chefs djihadistes pendant que j'y étais, il y a déjà la volonté de vraiment travailler en tant que journaliste et donc de pouvoir mettre la captivité en second plan. C'est très important. Et puis il y a un aspect aussi de revanche. Je me suis déplacé à Gao pour faire une interview d'un chef local. Ils m'emprisonnent, donc ils reviennent sur leurs paroles. Si tant est qu'ils aient bien reçu le message et que nous discutions bien avec eux, mais dans tous les cas, je vais aller plus loin. Vous n'avez pas respecté votre parole, c'est vous le chef à qui je veux parler. C'est à la fois inatteignable, totalement audacieux, totalement dingue, mais voilà, je m'accroche à ça et il faut que j'y arrive et ça fait un but qui va me guider pendant ces presque 2 ans en captivité. Il faut des choses qui sont inatteignables, il faut des véritables défis pour pouvoir effacer tout ce qu'il y a autour de vous, la captivité, la vie avec ces gens-là. Et la force de l'écriture, parlez-nous de cette force que vous avez eue d'écrire un peu partout, surtout sur même des cartons qui à un moment donné ont été trempés dans des inondations. C'est ça qui vous a aidé à tenir? Et elle est peut-être là votre revanche, d'ailleurs c'est ce livre, c'est que vous avez pu écrire tout ce que vous avez ressenti, vu, vécu. Oui, alors encore une fois, c'est cette idée que je suis un journaliste au travail en captivité, un journaliste écrit, et un combat contre la mémoire. La captivité, c'est l'ennui, c'est le temps. On va oublier une conversation qu'on a eue super intéressante avec peut-être un d'entre eux qui s'est confié une semaine avant. Donc il faut écrire ça rapidement, il faut garder une trace de tout ça. Et eux, ils voient, de toute façon, ils me disent, mais on n'aime pas les journalistes, d'accord, mais on n'aime pas les gens qui écrivent, on n'aime pas ce qui est écrit. Pourquoi tu écris ? Même celui qui va me donner un stylo et va me permettre d'écrire s'inquiète au bout d'un moment du fait que j'écrive. Mais il fallait concilier par écrit tout ce que j'apprenais. C'était évident. Mais ça vous a fait prendre des risques pour votre vie d'écrire ? Alors, il y a eu des moments assez chauds parce que quand j'étais tout seul, alors vous écrivez 2 lignes et vous vous retournez 4 fois, vous écoutez les bruits avant d'en écrire de l'autre. Tout ça est assez long. Quand j'étais avec le Sud-Africain avec qui j'ai passé 1 an et demi en captivité, il faisait la vigie pendant que moi j'écrivais. Alors, il y a des fois où ils ont failli nous griller, c'est vrai. J'avais prévu des sortes de contre-mesures, des sortes de listes de courses que je faisais. Et comme ils lisent pas le français, ils voient ce que c'est qu'une liste. Ils comprennent pas. Je dis mais non, ça c'est une liste de souhaits que j'adorerais quand je serais libéré, etc. Donc ça marchait comme ça. Mais c'est un miracle que j'ai pu les sortir, ces notes. Aucun Français dans ces bourreaux ? Non, qui parlait français, oui. Qui le disait. Mais qui était d'origine française, nationalité française, non. Non, je n'en ai pas rencontré. Tunisien, oui. Mais pas de français. J'ai un document à vous proposer, Olivier Dubois. C'est une archive délivrée par nos partenaires, les Archives nationales. Je vais le décrire pour les gens qui nous écoutent. Il s'agit de la carte de presse de Pierre Brossolette. Pierre Brossolette, c'était un journaliste, homme politique et grand résistant français pendant la Seconde Guerre mondiale. Lorsqu'il est arrêté, plutôt que de risquer de donner des noms, il se suicide en se jetant par la fenêtre. Ses cendres ont été transférées au Panthéon en 2015. Journalisme et résistance, est-ce que vous faites un lien ? Être journaliste, c'est une façon de résister ? Alors, dans ce contexte-là, oui, certainement. Certainement aussi dans un autre contexte, si l'information est muselée, si la liberté de la presse est bafouée, si on ne peut pas, oui, certainement. Mais je ne fais pas un lien direct, si vous voulez. Mais ça peut le devenir, ça peut être une forme de résistance, ouais. Est-ce qu'il y a une figure du journalisme qui vous a inspiré, Pierre Brossolette ou un autre ? Il y en a plein. Il y en a plein ? Oui. Je pense, alors vous dites Pierre Brossolette, moi je pense à Pierre Perran, tiens, un autre Pierre, Albert Londres, puis après des gens de télévision. Moi j'ai découvert ce métier et je l'ai aimé en le regardant à la télé quand j'étais petit dans les années 80. Donc j'ai comme nom dans la tête Yves Mourouzi, Bruno Mazur, Cyril Dieu-le-Veut, pour ceux qui s'en souviennent, là vraiment, ça montre voilà, c'est ancien. Et c'est des gens qui m'ont fait rêver. C'est les reporters. Moi, je me souviens de la chute des Ceausescu, de la chute du mur de Berlin. Quand je regardais ça à la télé, j'ai dit, mais c'est ça que je veux faire. Je veux être un témoin de l'histoire comme ces gens-là. Je veux rapporter pour les autres, faire comprendre aux autres. Et c'est ça, moi, c'est ça qui m'anime, qui me passionne dans ce métier-là. Parce que c'était pas écrit que vous deveniez journaliste. Non. C'était pas dans votre parcours. Au départ, je crois même que vous avez été commercial pour au début gagner un peu votre vie et faire des voyages. Alors ça, pour le coup, vous aviez cette obsession, c'était de voyager. Journaliste, c'est depuis que je suis gamin, depuis que je regarde la télé. D'accord. Après, il y a le parcours scolaire. Et je me suis rendu compte qu'il fallait faire beaucoup d'études. Enfin, on parlait d'un premier cycle universitaire à l'époque et je me voyais pas... Bon, j'étais pas trop dans les études à ce moment-là. Moi, j'ai eu
pas mal de métiers en tête, comme tous les gamins. J'ai voulu faire détective privé, vétérinaire, enfin, des tas de choses. Et après, je monte à Paris, il faut manger, je fais commercial, je travaille d'abord dans l'Internet, qui émerge à l'époque, je deviens commercial, et après, j'arrête tout, parce que je me plais pas dans ces petits boulots qui sont alimentaire, et je décide de partir dans un grand voyage autour du monde. Et c'est ça qui va ramener le journalisme quand je reviens de ce voyage. Et je me dis, je ne peux pas reprendre des boulots qui ne me disent rien. J'ai envie de me lever le matin avec une passion. Et je sais qu'en exerçant le métier de journaliste, je vais me lever tous les matins en étant passionné par ce que je fais. Vous le conseilleriez encore aujourd'hui, ce métier Il a changé, il est compliqué, il est difficile, mais qu'est-ce qu'il est beau quand même, c'est un beau métier, quoi. Ouais. On rencontre des gens formidables, on va dans des endroits formidables. Il faut aimer les gens, les personnes. On peut parler, je ne sais pas moi, quand j'étais au Mali, j'ai parlé à des fermiers au fin fond de la région de Mopti, comme à des ministres dans des salons un peu comme celui-là. Vous voyez, c'est la diversité des personnes que vous rencontrez, être Mais vous ne dites témoin pas des si vous le événements. conseilleriez. Ah mais je vous conseille, moi, sans problème. Après, j'ai pas de conseils à donner. Mais allez-y, il faut être passionné, il ne faut pas faire ça à défaut, j'ai l'impression. Et à la lueur de celui que vous êtes aujourd'hui, quel conseil donneriez-vous au petit garçon que vous étiez? Qu'est-ce que vous lui diriez avant qu'il ne se lance dans la vie? Si je me parlais à moi-même quand j'étais petit, Ouais. waouh. Ne change rien, continue ce que tu fais. Je ne donnerai pas un conseil particulier parce que ça m'a mené, le destin m'a mené à faire différentes choses et m'a mené, alors j'étais, ce virus du journaliste, il vient de la télé, ça m'a mené quand même à l'exercer malgré un parcours un peu... Donc non, je crois qu'il ne faut rien changer, ça fait partie, ça m'a construit, c'est ce parcours que j'ai vécu qui m'a amené à ce que j'ai fait. Donc ne changeons rien, c'est très bien. Vous ne lui diriez pas d'aller plus vite droit au but? Ah oui. Vous me connaissez bien. Oui, alors peut-être un peu plus rapidement, ouais. Un peu moins de détours, oui, c'est vrai. Et moi, j'aime pas trop conseiller. C'est vrai qu'on est un peu dans l'âge du conseil, du machin, ça. Voilà. Vous savez, il y a certains parcours qui sont longs, d'autres qui sont rapides, d'autres qui sont... Voilà. On est comme on est. J'ai des photos à vous proposer. Ça fait aussi partie des rituels de cette émission. La première photo que je voudrais vous montrer, c'est celle-ci. Ce sont les portraits de Cécile Colère et Jacques Paris, emprisonnés en Iran depuis 3 ans pour espionnage. La France les considère comme des otages d'État. S'ils nous entendent, s'ils vous entendent, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Je pense qu'ils ont tout déjà, vu le temps qu'ils ont passé en captivité, ils ont tout pour résister, mais j'ai envie de leur dire qu'on pense à eux et que j'espère que les choses vont se résoudre et qu'ils vont pouvoir rentrer comme d'autres otages iraniens sont rentrés. Je sais que trop bien ce qui se passe quand on est dans ce type de situation. S'ils en sont là, ils ont les forces, ils connaissent le milieu de leur captivité où ils se trouvent, ils connaissent bien leur geôlier. Ça doit être la captivité doit être très pénible, le temps de captivité doit se faire long et très pénible. Il faut trouver d'autres ressources. Je pense qu'ils savent le faire, mais on pense à vous et on espère que les choses vont s'arranger très très bientôt. Qu'est-ce que vous auriez aimé entendre, vous, quand vous étiez en captivité, ou que vous avez peut-être entendu parce que vous avez entendu vos proches L'amour des proches, le fait que des gens, alors que vous vivez ça au loin, pensent à vous. Que vous n'êtes pas seul, parce qu'on peut se croire seul très vite et on peut se laisser aller très vite. Et c'est ça qui est important, c'est on pense à vous. On t'aime, on pense à toi, on est là, on se bouge, on fait des choses. On n'est pas seul, il y a un lien invisible qui vous relie à des tas de personnes qui font peut-être des choses pour vous. C'est ce qui se passe dans leur cas. Je fais partie d'une association qui s'appelle SOS Otages, qui fait pas mal qui a pas mal d'initiatives sur le terrain pour sensibiliser, pour essayer de faire quelque chose. Et voilà, on pense à eux. Il y a des gens derrière eux, même s'ils ne les voient pas, même s'ils les entendent peu ou pas, il y a des gens qui pensent à eux, qui font des choses. Et ça, c'est important de le savoir quand on est là-bas. Ça démoralise pas parfois d'entendre ce qui se passe ailleurs, là d'où vous venez, chez vous, ça fait pas perdre aussi le moral d'entendre Ça peut, évidemment, parce qu'on espère être là-bas, on espère pouvoir se téléporter et tout. Mais non, c'est suffisamment important pour que ça renforce, ça recharge, d'après moi, en tout cas dans mon cas, plus que ça démoralise. J'ai une deuxième photo, et il s'agit du journaliste photographe de l'AFP, Mahmoud Hams. Il a reçu le prix le plus prestigieux du Festival international de photojournalisme, Visa pour l'image, de Perpignan, pour son reportage à Gaza. Au plus proche des conflits, ces femmes et ces hommes qui ramènent des images. On est dans une société d'images aujourd'hui, peut-être plus que d'écrit. Vous diriez qu'on raconte mieux en images qu'à l'écrit ? Non.
Non, c'est pas qu'on raconte mieux. On raconte des tas de choses en images, mais il faut l'écrit. L'écrit est très important. Une image alors il peut y avoir énormément de sens dans un cliché, dans une image, dans une photo, dans un cliché. Mais l'écrit ne disparaîtra pas. Pour moi, il a toujours été là. Il est là depuis le début du journalisme. Il continuera à l'être. L'image, certainement aussi. Mais on a deux choses. Voilà, c'est deux choses très importantes. Je ne crois pas que l'un doit remplacer l'autre. Mais vous regrettez que l'image soit parfois plus importante, ou crée plus d'émotions que l'écrit? Venant de la presse écrite, oui, forcément. Forcément. Mais malgré ça, l'écrit perdure. Je pense qu'il sera toujours là. Mais c'est vrai que l'image, c'est plus rapide à ingérer, à absorber. Un écrit, faut vouloir rentrer dedans. Peut-être on est dans une société du rapide. Aussi, on est moins dans l'émotion. Peut-être l'écrit. L'écrit peut être très émotionnel. Moi, je trouve que l'écrit, plus sur le long terme, rentrer dans un texte, il peut vous happer, vous mettre en immersion. Non, moi, je pense qu'il y a deux forces là, et l'écrit est très très fort. Ça, j'en doute pas. J'ai une dernière photo. Il s'agit de l'affiche du film Lee Miller, un film biographique sur la photoreporter encore et journaliste de guerre Elizabeth Miller, dite Lee Miller, incarnée par Kate Winslet. Votre histoire, vous en avez fait un livre. Est-ce que vous pourriez en faire un film? Je ne l'ai pas pensé en tant que film, mon histoire. C'est déjà pas mal en livre. Un film, il faudrait une proposition qui soit juste, intéressante et qui me motive à voir cette histoire-là sur un écran. Après, j'ai bien compris qu'il y a dans cette histoire-là tous les ingrédients qui peuvent en faire un film intéressant. Oui. Mais après, c'est un petit... je sais pas, je me suis pas posé la question. Un livre, c'est bien. Je trouve que c'est parfait pour l'instant. Donc vous n'avez pas réfléchi à l'acteur qui pourrait jouer votre rôle? Non. Pour le coup, non. Non. C'est quoi la suite pour vous? À la suite, c'est reprendre mon métier, c'est développer des projets personnels, des formats longs. Moi, j'adore les formats longs, j'écris toujours trop long. J'aime bien donner du détail, que les gens comprennent. J'aime bien cette idée, justement, que des gens qui ne connaissent pas du tout le sujet, en quelques pages, évidemment, vous leur faites comprendre le sujet, mais vous leur donnez suffisamment de détails pour qu'ils aient l'impression de bien s'y connaître et qu'ils puissent en parler dans un bar, dans une réunion, n'importe où, avec une certaine finesse, je dirais. Donc pour ça, il faut des textes longs, il faut du détail, il faut du temps. Voilà. Il faut du temps long. Et j'aime bien ça. J'ai une dernière question qui est en lien avec le lieu dans lequel nous sommes, Olivier Dubois. Nous sommes entourés de 4 statues qui représentent chacune une vertu. Ouais. Il y a ici la sagesse, ici la prudence, ici la justice et derrière moi l'éloquence. Est-ce qu'il y a une de ces vertus qui vous parle plus que les autres, qui vous caractérise, qui vous donne envie? Ouais. Sagesse, prudence, justice, éloquence. Je dirais sagesse. Sagesse? J'aurais pu prendre la prudence, vu ce qui m'est arrivé. Et la prudence est un signe de sagesse, justement. Mais moi, je vieillis. Et j'aimerais incarner, avoir de la sagesse plus tard, qu'après mon parcours, il y a eu pas mal de tumultes, pas mal d'aventures. J'aime à penser que je suis à l'orée du chemin qui pourra peut-être me mener à la sagesse. Donc je dirais la sagesse. Et la sagesse, on s'arrêtera sur ce mot, ce sera votre mot. Merci, votre vertu. Merci infiniment d'avoir été avec nous dans ce rendez-vous. Merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine. Émission à retrouver en replay sur notre plateforme publicsena.fr, mais aussi, vous le savez maintenant, en podcast. À très vite, merci beaucoup.